Bonjour à toutes et à tous, j'ose espérer que vous vous portez à merveille. Sachez qu'actuellement nous sommes en live, mais au moment où vous regardez cette vidéo, logiquement, bah on n'est plus en live, hein. Donc c'est tant pis pour toi, mais tu as quand même une petite partie, une petite parenthèse qui, eh bien, t'est offerte par moi-même sur la chaîne où justement nous allons revenir sur le titre de la vidéo qui parle donc d'une crise chez Marvel Studios qui fait écho à un article de Variety. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur? Est-ce qu'il faut être confiant? Là est toute la question, et là est votre aussi attente, même si tous mes mots ne sont pas sortis dans le bon sens, je suppose que vous avez compris un petit peu ce que je voulais évoquer, mais parlons en fait et lisons directement ce qui est écrit dans cet article, puisque vous voyez le titre, Crise chez Marvel, plan de sauvegarde de Jonathan Majors, déjà, on en a déjà parlé en vidéo, mais pour lire tout l'article et voilà, pour que la vidéo soit complète, il faut quand même en parler. Reprise de The Marvels, relance des Avengers originaux, vous l'avez bien lu, et autres problèmes révélés. Alors, Jonathan Majors, on en a déjà parlé, mais on va vite fait y revenir, parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de personnes qui se posent des questions autour de tout ça. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est relance des Avengers originaux. Alors déjà, avant de lire l'article, qu'est-ce que ces Avengers originaux? Que sont ces Avengers originaux? Eh bien, c'est Iron Man, joué par Robert Downey Jr., c'est Captain America, interprété par Chris Evans, Black Widow, interprétée, elle, par Scarlett Johansson, Jeremy Renner dans le rôle de Hawkeye, Hulk, campé, j'essaie toujours de trouver une façon différente de dire le mot, interprété, campé, tout ça, par Mark Ruffalo, et bien sûr Chris Hemsworth, j'ai bugué, mais on continue, qui donc joue le personnage de Thor. L'envie, ou en tout cas, la mentionner comme ça, c'est que ça va arriver. Alors sachez qu'il y a un petit peu plus de subtilité dans l'article, on ne dit pas que cela va arriver, mais plus qu'en gros, il y aurait eu une sorte de réunion du côté de Marvel Studios. À la base, tout se passait bien dans les petites réunions à Palm Springs où ils se réunissaient et justement ils disaient ah ça j'aime bien, ça j'aime pas, et venez on fait ça. Et il y avait une réunion et en général ça allait bien, sauf que là ça n'allait pas hyper bien. Et par la suite, ils ont eu des petites idées en se disant bon comment est-ce qu'on peut relancer un petit peu entre guillemets l'industrie en refaisant des Avengers avec tel ou tel ou tel personnage. A priori, c'est qu'une idée. Ils ne disent pas que ça va arriver, mais qu'ils l'ont imaginé, en tout cas. Donc, lisons un petit peu cet article parce que ça commence assez fort. On va tout lire, hein, je vous le lis tout de suite. Donc, certains vont dire oui, mais en fait, on n'a pas besoin de toi pour lire un article. Je m'en fous. À ce moment-là, tu regardes pas la vidéo. Nous, on est là aussi pour le lire, pour essayer de le comprendre, pour essayer d'analyser et de. Vous allez voir, en fait, il y a plein de choses hyper intéressantes, notamment sur The Marvels, ce qu'il y a, ce film-là, alors on l'attend ou non, peu importe, mais ce film-là est un four économique. C'est-à-dire que le film a coûté 250 millions. Mais on va y venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Mais quoi qu'il en soit, on va parler de tout ça. Donc on va lire tout et essayer d'interpréter à notre sauce, essayer d'interagir également donc avec le chat. Et je vous remercie d'être plus de 200 sur ce petit stream. Mais revenons donc à l'article donc de Tatiana Siegel. En septembre dernier, un groupe créatif de chez Marvel, donc dont le chef du studio est Kevin Feige, on ne le présente plus, s'est réuni à Palm Springs pour la retraite annuelle du studio. Donc c'est entre guillemets une réunion qui vise à voilà, faire des retours. Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Ok. Donc déjà, dans un premier temps, on a ça. Donc on a une petite réunion, et c'est de là où découlent la plupart des choses, et vous allez voir que c'est hyper intéressant, notamment sur Blade, sur The Marvels, bref, il y a plein d'informations hyper importantes. La plupart des années, l'ambiance aurait été confiante, voire arrogante, dans le sens où il disait quoi, Captain Marvel, le film n'était pas ouf, mais on a fait le milliard. J'extrapole, ce n'est pas comme ça que ça s'est passé, mais on peut imaginer un petit peu les petites conversations qui ont pu se faire. Étant donné la façon dont la première marque de super-héros, donc Marvel, priorité de Disney depuis 2009, a refait surface, enfin a refait plutôt le secteur du divertissement à son image. Mais cette occasion, en tout cas de cette année, était pleine d'angoisse. Et c'est là où tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde chez Marvel était sous le choc d'une série de déceptions à l'écran, d'un scandale juridique impliquant l'une de ses plus grandes stars et de questions sur la viabilité de la stratégie ambitieuse du studio visant à étendre la marque au-delà des films vers le streaming. Donc là, on est en train de te dire, aïe, ah, en fait, on a un méchant, c'est Jonathan Majors,
Et je crois qu'il est pas, il est pas hyper bien avec la justice en ce moment. On fait quoi? Et donc, c'est le sujet de la vidéo qui est déjà sortie il y a de cela maintenant quelques jours, quelques heures. Mais du coup, la question la plus urgente à évoquer, à discuter lors de cette réunion, était de savoir quoi faire à propos de Jonathan Majors, l'acteur qui était sur le point de porter la prochaine phase de l'univers cinématographique Marvel, mais qui se dirige plutôt vers un procès très médiatisé à New York plus tard ce mois-ci, sur des accusations de violence domestique. L'acteur insiste sur le fait qu'il est la victime, mais les dommages causés à sa réputation et la possibilité qu'il perde le procès ont forcé Marvel à reconsidérer ses plans pour centrer la prochaine phase de sa liste de suites, de spin-off de séries imbriquées autour du personnage du coup de méchant de Jonathan Majors, donc Kang le Conquérant. Donc en gros, là ils sont en train de te dire, Marvel, vu tout ce qui se passe avec Jonathan Majors, ils sont en train de réfléchir à comment pallier à ses absences, voire à son éloignement de tout ça. Et c'est assez intéressant de voir comment est-ce qu'ils imaginent la chose. On l'avait déjà évoqué en vidéo, et alors attendez, je tiens quand même à préciser qu'il y aura supposément des spoilers. Alors ce ne sont que des idées qu'ils vont émettre, mais peut-être que tu n'as pas envie de savoir tout ce qui se passe. Même si je pense que si tu as cliqué sur la vidéo, c'est que tu veux être en connaissance de cause, et les gens qui sont sur le chat, je pense également. Mais je tiens à te préciser, attention, spoiler. Mais du coup, continuons, parce que là, il va y avoir un gros spoil que j'ai évoqué dans la vidéo, c'est pour ça qu'on va pas forcément y revenir. Enfin, en tout cas, très vite, pardon. Lors du rassemblement à Palm Springs, les dirigeants ont discuté de plans de secours, notamment en se tournant vers un autre adversaire des bandes dessinées, donc des comics, le Docteur Doom. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est le Docteur Doom, c'est tout simplement le Docteur Fatalis, d'accord? Donc ils se sont dit, bon, Kang, c'est compliqué là, c'est compliqué, Jonathan Majors, on fait quoi? Et là, a priori, ils se sont dit, encore une fois, ce n'est qu'une idée de leur part, ils ne disent pas que c'est ce qu'ils voudraient faire, en tout cas de la meilleure des manières. De base, eux, c'était de faire Kang, mais ils sont en train de se dire, et si on ne faisait pas le Docteur Fatalis? Ce n'est qu'une idée, encore une fois. Mais tout changement entraînerait donc des maux de tête, et c'est pourquoi il y a un questionnement à la fin de la vidéo sur Kang, et je vous inviterai à aller la voir si vous en avez envie. Majors était déjà très présent dans le MCU, notamment en tant qu'antagoniste dans Quantum Mania, et il s'est positionné comme étant, en gros, la menace de Loki saison 1 et saison 2, sachant qu'il devrait avoir un rôle assez conséquent dans le dernier épisode. Ça paraît logique. Et en plus de ça, et c'est là où ça devient compliqué, en tout cas pour Jonathan Majors, c'est que son nom, en tout cas le nom de son personnage, est dans le titre du film, c'est The Kang Dynasty. Donc ça va être compliqué. Alors moi j'avais mis l'hypothèse de, et si en vérité il faisait l'impasse sur The Kang Dynasty, donc salut destin Daniel Cretton, hein, qui était censé réaliser le film et qui a réalisé Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, et on partirait plus sur uniquement Avengers Secret Wars. C'est en tout cas une hypothèse que j'aimais, c'est pas écrit dans l'article, mais je me dis pourquoi pas. Il continue, donc, Marvel est vraiment foutu avec tout l'angle de Kang, déclare l'un des principaux négociateurs qui a vu le dernier épisode de Loki, et ils n'ont pas eu l'occasion de réécrire jusqu'à très récemment, à cause donc de la grève des scénaristes. Je ne vois pas comment ils avanceront avec lui. C'est là où ça devient très compliqué. C'est que la manière dont il nous l'évoque, c'est-à-dire que Kang devrait avoir un grand rôle dans la saison 2 de Loki, ou en tout cas dans les 2 derniers épisodes. Au-delà de la mauvaise presse pour Majors, les Brain Trust, entre guillemets, de Marvel, le Brain Trust, pardon, de Marvel, est également aux prises avec la sortie en novembre de The Marvels, une suite du blockbuster de 2019 qui a fait le milliard, hein, il faut le rappeler, donc Captain Marvel, qui est en proie à de longues reprises et qui semble désormais susceptible d'être décevant au box-office. C'est même pas susceptible, les gars, c'est évident que le film fera moins que le premier. Le premier a fait le milliard. Et encore une fois, il y a un contexte économique, il y a un contexte on va dire, de cinématographique, entre guillemets, puisque le film Captain Marvel, même s'il présentait un personnage qu'on ne connaissait pas, sortait entre Infinity War et Endgame. Et en plus, la scène post-générique d'Infinity War, qui a fait plus du milliard, tease Captain Marvel. Donc on avait envie de savoir pourquoi, quel était son intérêt, et quelle était la connexion avec Endgame. Donc il y avait un intérêt pour l'instant avec le film Captain Marvel en 2019, d'où le milliard. Aujourd'hui, avec The Marvels, l'équipe est sympa,
Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on peut se poser la question de quel est l'intérêt de ce film-là. On a l'impression qu'il y a pas mal de trucs qui sont un peu partout. Attention, spoiler, hein, si jamais voilà, vous ne voulez rien savoir sur The Marvels. On a l'impression qu'il y a des rumeurs de partout qui viennent s'entremêler avec plein de choses. C'est très étrange de voir ce genre de choses en lien avec The Marvels, mais à la limite, pourquoi pas. Mais ça ne va pas donner envie aux gens. Enfin, ça peut donner envie aux gens d'aller regarder, mais de là à faire le milliard, donc aussi bien, c'est compliqué, sachant qu'on est dans une période post-Covid, tout coûte plus cher, l'inflation, etc. Donc c'est beaucoup moins facile pour les gens d'aller au cinéma, même si certains films font le milliard, il y a ce contexte-là, et en plus de ça, The Marvels est l'un des nombreux films de l'ancienne ère, entre guillemets, puisque je vous rappelle que Bob Iger est revenu du côté de Disney, et donc il y a une nouvelle direction qui est mise en place, sachant qu'avant c'était Bob Chapek qui avait instauré tout Disney+, qui voulait vraiment se mettre véritablement dans la production de séries. On voit que ça ne marche pas, et Bob Iger, lui, c'est tout ce que vous faites là sur Disney+, je m'en fous. En fait, nous, on veut de l'argent, donc il faut faire des films au cinéma, quitte à faire des suites. D'où le fait qu'on puisse imaginer une volonté derrière de faire revenir les Avengers principaux, parce que je vous rappelle que c'est ce que Disney fait de mieux, entre guillemets, c'est-à-dire que Disney ne fait que des remakes. Que ce soit de continuer un univers étendu comme celui de Star Wars, celui de Marvel, ou encore de faire des remakes en live action de tous les films Disney qu'ils ont en animation. On sait qu'il y a Hercule, il y a Lilo et Stitch qui arrive, il y a Blanche-Neige, je crois, bref. T'as l'impression qu'ils savent pas faire d'histoire originale, et en vérité, bah, les faits vont dans leur sens, dans le sens où, par exemple, une histoire originale, The Creator, a été un gros bide. Alors, il est vrai que la promotion autour du film n'a pas aidé le film, mais le film n'a pas été rentable, bien que le film soit génialissime. Donc, la volonté de Bob Iger, c'est on privilégie les suites. C'est pour ça qu'ils ont l'envie de faire La Reine des Neiges 2. Non, La Reine des Neiges 3, pardon. Zootopie 2 ou encore Toy Story 5 du côté de l'animation. On sait, les gars, qu'il va y avoir plein de suites du côté de Pixar. Déjà, il y a Vice Versa 2 qui sort pas la fin de l'année, mais en tout cas l'année prochaine, en juin, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on sent qu'il y a l'envie de faire des suites. Parce que les suites, ça fait marcher, parce que les franchises, ça rapporte de l'argent. Plus qu'un film indépendant. C'est pour ça que Elio a été décalé. Parce que les retours, a priori, n'étaient pas forcément parfaits. Donc, on part sur une autre façon de voir les choses. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'analyser le cinéma de cette façon-là, sachant que, je vous rappelle que j'ai une chaîne secondaire, c'est pas du tout pour faire la pub, mais c'est juste pour vous préciser juste qu'il y a une vidéo qui arrive sur la manière dont les films évoluent au box-office, qui est prévue sur cette chaîne-là et qui, normalement, devrait arriver jeudi prochain. Voilà, juste pour vous teaser ça, ça devrait pas être une vidéo trop longue, mais en tout cas, c'est prévu. Revenons directement sur l'article si vous le voulez bien, puisque donc... On en était où? On en était ici. Il s'agit donc d'un coup de chance sans précédent pour une société qui a connu un succès, enfin une série de succès presque ininterrompue depuis qu'elle a commencé donc avec Iron Man 2, enfin Iron Man 1 pardon, en 2008. Cette course extrêmement rentable a culminé avec le succès donc de 2,8 milliards d'Avengers Endgame, et donc ils ont rapporté 30 milliards, enfin près de 30 milliards de dollars sur 32 films, ce qui est énorme. Encore une fois, c'est énorme. On ne peut pas se mentir, c'est quand même des chiffres qui sont colossaux. Reproduire ce genre de phénomène n'est jamais facile, et en plus avec une période de Covid. En plus, il l'évoque juste après. Cependant, la source des problèmes actuels remonte à 2020, c'est-à-dire au moment où il y a eu le Covid. Parce que je vous rappelle quand même que le planning de Marvel Studios ne devait pas du tout ressembler à ce qu'on a actuellement. D'accord? Je vous le dis, normalement, du côté de Marvel en 2020, déjà, on n'a rien eu, nous, de notre côté, hein, puisqu'il y avait le Covid, mais on aurait dû avoir WandaVision, je crois. On aurait dû avoir The Falcon and the Winter Soldier, on aurait dû avoir également Eternals et Black Widow. Finalement, tout a été décalé à 2021, ce qui fait que les films pour 2021, certains ont été décalés, comme Doctor Strange 2, ou encore donc Thor Love and Thunder, qui ont été décalés d'1 an quasiment. Même si pour Thor, je crois qu'il était prévu pour novembre 2021 et finalement il était décalé pour juillet 2022. Mais donc, on a eu quand même pas mal de films tout d'un coup. Alors c'était cool pour nous parce que on se disait, waouh, attends, on passe de WandaVision à Loki à The Falcon. Ouais, mais en fait, in fine, on se pose la question de, bah, en faire autant, ok, mais en faire autant pourquoi en réalité? Faites-nous des programmes peut-être plus dans l'originalité ou en tout cas dans la volonté de faire un programme juste comme ça en faisant quelque chose d'intéressant. C'est ce qu'ils ont fait avec Loki, c'est ce qu'ils ont fait avec les toutes premières séries. Mais là, c'est vrai que 2022, ça les a plombés de fou. Que ce soit la réception de Miss Marvel que j'ai bien aimée, mais qui n'a pas été excellente non plus. Moon Knight qui est un petit peu mitigé sur les retours, etc. Parce qu'on s'attend pas forcément à revoir du Moon Knight, en tout cas pas de sitôt. Et
She-Hulk, on a vraiment besoin d'en parler. Donc il y a vraiment une volonté, en tout cas derrière tout ça, de se dire, bon, on a fait quand même pas mal de petites bêtises. Donc comment les rattraper? Et c'est aussi dû au Covid, mais aussi à leur, comment dire, à leur manière de faire, qui a été, entre guillemets, catastrophique. Sur, on va sortir tout d'un coup, et après, on ralentit un peu la cadence. Du coup, c'est à ce moment-là que le Covid a inauguré un mandat visant à aider et à augmenter le cours des actions de Disney avec un torrent sans fin de contenu Marvel interconnecté pour la toute nouvelle plateforme du coup Disney+. Selon le plan, il n'y aurait jamais, il n'aurait jamais d'interruption du tarif des super-héros avec un film en salle, soit une film. En gros, ils voulaient toujours être là. C'est-à-dire qu'avant, on avait 3 films, ce qui était déjà beaucoup en termes de production, on ne va pas se mentir, sachant qu'à la base, c'était un film, puis ils sont passés à 2, puis là à 3. Je vous rappelle qu'en 2021, on a quand même eu 4 films, hein, Black Widow, Shang-Chi, Eternals et No Way Home, ça fait quand même beaucoup. Mais au-delà de ça, eh bien, ils voulaient être constamment là, toute l'année. Sauf que, bah, à manger du super-héros tout le temps, bah, peut-être que oui, il y a pas un dégoût, mais peut-être un, ouais, bah, j'arrête pas d'en manger, peut-être qu'il faut que je passe à autre chose. Et c'est ça aussi qui a possiblement, en tout cas, qui est en train de causer la perte, entre guillemets, de tout ça. Mais le tsunami de Spandex, du coup, le fait qu'il y ait plein de super-héros, qui a suivi, s'est avéré être une trop bonne chose, et les exigences liées à la production d'une telle quantité de programmation ont mis à rude épreuve l'appareil Marvel. De plus, la nécessité de démêler une histoire entrelacée sur autant d'émissions, de films, de plateformes disparates a créé un récit confus qui a dérouté les téléspectateurs. Je me permets encore une fois, on est là aussi pour interagir, on n'est pas là uniquement pour lire, on est là aussi pour, voilà, pour réagir avec tout ça. Le fait est qu'il y a quelque chose qui est criant là-dedans, c'est que avant on avait une ligne claire, les pierres de l'infini. Alors de temps en temps on n'en parlait pas forcément pour présenter de nouveaux persos, comme ça a été le cas pour Ant-Man, et qui a finalement mené à Endgame, avec le côté voyage quantique, etc. Ok, d'accord. Là, c'est vrai que c'est un peu étrange. On a du Shang-Chi qui te tease de la magie, les dimensions, les dragons, les McLuhan, tout ça, d'un côté. On a les Éternels, où ils sont, on n'en sait rien. Où est Tiamut? A priori, on pourrait le revoir l'année prochaine, je vais pas vous spoiler où, mais on pourrait le revoir notamment. Donc, on a déjà 2 arcs qui n'ont aucun sens, enfin, qui n'ont aucun sens entre eux, plutôt, et qui vont dans vraiment des différentes directions qui sont assez étranges. On a aussi, par exemple, l'arc multiversel, on a l'arc du temps, où c'était un peu compliqué de comprendre avec Loki, est-ce que c'est vraiment le temps, est-ce que c'est le multivers? Même encore aujourd'hui, on est un petit peu dans l'expectative, entre guillemets. En plus, bon, on sait que c'est en lien avec le multivers, puisqu'on avait déjà eu des variantes de Loki, et en plus, dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania, à la toute fin, lorsqu'on a le Conseil des Kang, ils regardent le flux éternel temporel, et ils disent, enfin, ils parlent du multivers, donc on comprend que c'est ça. Mais c'est vrai que c'est pas forcément très bien expliqué, et il y a trop d'arcs, et tu te dis, bah frérot, en fait, on va où? C'est compliqué de savoir où est-ce qu'on se dirige, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est pour ça que aujourd'hui, même moi, alors je dis pas que je suis perdu, parce que j'essaie de me renseigner un maximum, je vous fais des vidéos tous les jours sur le sujet, donc bien sûr qu'il faut que je sois un minimum calé sur le propos, mais c'est vrai que des personnes qui vont regarder ça de très loin vont se dire, bah oui mais attends, Shang-Chi, ils font ça, d'accord, ça permet de découvrir une nouvelle facette. Moi j'ai adoré Shang-Chi, pour moi c'est l'un des meilleurs films de la phase 4, c'est même, il y a Eternals quand même, c'est le deuxième meilleur film pour moi de la phase 4, mais ah, quoique, bah non, il y a les gardiens, je suis bête. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, bah il est dans le top 3 en tout cas. Ah non, les gardiens, c'est dans la phase 5. Mais du coup, on a déjà ça. On a déjà des. Enfin, les gens qui vont découvrir ça vont se dire, mais on a cet arc-là, d'accord. Mais attends, du coup, c'est connecté à Doctor Strange? Ah non, d'accord. Donc ça, c'est le multivers, ça, c'est les dimensions. Il y a trop d'éléments. Et ils sont allés dans trop différentes directions. Et ça leur cause, pour le coup, pas mal de problèmes. Mais on continue, du coup. La machine Marvel produisait beaucoup de contenu. Est-ce arrivé au point où il y en avait tout simplement trop et où il brûlait les gens avec les super-héros, donc il les saoulait? C'est possible, déclare Eric Handler, analyste de Wall Street, qui couvre Disney. Plus vous en faites, plus il est difficile de maintenir la qualité. Et c'est normal, hein. C'est comme pour moi, tu vois, les vidéos, la plupart des vidéos sont pas forcément extrêmement qualitatives en termes de montage, par exemple, puisqu'il n'y en a pas. Mais j'essaie de vous sortir pas mal de vidéos. Alors, est-ce que ça plaît? Ça peut plaire. Est-ce que ça peut ne pas plaire? Ça peut ne pas plaire aussi. C'est en fonction des goûts de chacun. Mais c'est vrai qu'en tout cas, du côté de Disney, bah ça cause quand même pas mal de problèmes, parce que au-delà de moi qui vous propose du contenu, voilà, en plus gratuit, dans le sens où bah, vous pouvez le regarder quand vous voulez, etc. Là, c'est de l'argent qui est mis en jeu dans le cinéma, c'est-à-dire que on nous propose
du contenu sur Disney+, qu'on va payer tous les mois, on nous propose du contenu en cinéma qu'il faut qu'on paye, puisqu'il faut quand même payer eh bien, quand on va voir un film, ce qui est normal pour le coup, mais c'est vrai que à trop avoir de contenu, on peut aussi être de plus en plus, comment peut-on dire ça, peut-être un petit peu plus critique sur ce qu'on a, en se disant, bah ouais, mais là, on en a beaucoup, là, ça fait quand même beaucoup. Je dis pas She-Hulk, si c'était sorti en 2000, enfin pour la phase 3, ça aurait été tout éclaté. Enfin, ça aurait rien changé. Le programme est nul, pour moi en tout cas. Mais il y a aussi ce côté où on en produit beaucoup, mais pour aller où? On va où avec tout ça? Parce qu'avant, c'était 3 films, 2 films par an, on savait où on allait, on savait qu'il y avait la Civil War, on savait qu'il y avait Spider-Man d'un côté, on savait qu'on allait se rejoindre avec Infinity War et Endgame, mais maintenant, on va où? On ne sait pas vraiment. Même le côté, encore une fois, monde quantique, le multivers, tout ça, c'est pas assez exploité. Alors, encore une fois, il y a aussi, encore une fois, le côté Covid. Mais bon. Donc, essayé d'expérimenter en intégrant de nouveaux personnages comme Shang-Chi et les Éternels avec des résultats mitigés. Des budgets importants, il faut des coups de circuit. En gros, il est vrai que nous, on a aimé Eternals. Il est vrai qu'on a aimé Shang-Chi. Mais il faut rappeler quand même qu'Eternals et Shang-Chi ne sont pas des succès au box-office. Je crois que Shang-Chi a dû rapporter... attendez, je vais vous dire tout de suite ce qu'a rapporté. Comme ça, au moins, c'est vraiment une vidéo bien sourcée. On va aller sur le site Mojo, tout simplement. On tape Mojo Eternals. On tombe sur le résultat. Il a fait 400 millions au box-office. Ce qui, en soi, peut paraître énorme. On est bien d'accord là-dessus. Mais pour Marvel, c'est pas beaucoup. Parce que si je tape budget Eternals, on tombe sur 236 millions. Et en gros, pour faire en sorte qu'un film soit rentable, il faut multiplier par 2,5 voire 3 fois le budget pour qu'il soit rentable. Parce qu'il y a aussi la promotion, il faut payer les cinémas, etc. Donc c'est plus que le budget pour faire un film. Et là, avec 236 millions, il aurait fallu, je dis n'importe quoi, à peu près entre 700 et 800 millions pour qu'il soit vraiment bien. Là, il a fait 400 millions. Donc on est sur même pas 2 fois. Donc c'est vrai que c'est peu. Et si on fait la même chose avec, je dis n'importe quoi, avec Shang-Chi par exemple. Shang-Chi, tout simplement, hop là, on retape Shang-Chi. Avec Shang-Chi, au niveau du box-office, on n'est vraiment pas haut non plus. On est sur 432 millions pour un budget, voilà, équivalent à combien le budget de Shang-Chi, il est à 150-200 millions. Bon, lui, on peut estimer qu'il puisse être rentable, ou en tout cas qu'il puisse le coller. Mais il ne l'est pas totalement. Donc oui, il y a la volonté de faire autre chose, mais on voit bien que ça n'a pas marché. Encore une fois, les films sont sortis à une période très compliquée, post-Covid, donc moins d'argent, la peur possiblement aussi d'attraper la maladie, donc il y a tout ça aussi qui a fait en sorte que, c'est pour ça aussi qu'ils sont sortis des programmes sur Disney+, mais c'est pas avec du Disney+, qu'on va se rentabiliser. Et là, ça va nous intéresser. Encore plus que ce que je viens de vous évoquer depuis 20 ou 30 minutes. Désolé, j'espère en tout cas que cette vidéo et ce live vous plaît. N'hésitez pas d'ailleurs à me le dire en commentaire ou à me le dire dans le chat. Je vois qu'on est plus de 400, merci beaucoup à vous. Mais là, on vient à The Marvels. The Marvels, qui donc sortira le 10 novembre en France le 8, donc ça sort dans pile une semaine, aura du mal à passer donc le ballon au-delà du champ intérieur. Bon, ça, en gros, il aura du mal à passer la barre, entre guillemets, de la rentabilité, puisque le film a coûté 250 millions de dollars, ce qui est énorme. Alors, il est vrai qu'ils ont quand même reçu une subvention de l'État britannique, ou du gouvernement britannique, pour telle ou telle chose, mais le fait est que le film, pour qu'il soit rentable, il faut qu'il fasse à peu près 750 millions de dollars, ce qui est énorme. On voit bien que Shang-Chi a fait 432, Eternals a fait 402 millions, les récents, je crois que les Gardiens 3 a fait 850 millions, mais ça reste les Gardiens de la Galaxie. Là, on te parle de Captain Marvel, qui n'est pas le personnage le plus apprécié, de Monica Rambeau, qui a surtout été appréciée dans WandaVision, mais peu de gens ont regardé les séries Marvel, et Miss Marvel, qui, pareil, sort d'une série Marvel, et où on se dit, d'accord, et on a ces trois-là. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que le film sera rentable? Je ne pense pas. A priori, mais les estimations sont très 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 basses. Justement, en plus, je crois qu'ils en parlent dans l'article, puisque donc le film a coûté 250 millions de dollars, et on voit Brie Larson reprendre son rôle de Captain Marvel, devrait ouvrir entre 75 et 80 millions de dollars. Peut-être que pour beaucoup, certains vont dire, mais c'est énorme. Et il précise que la barre des 185 millions de dollars pour une ouverture de film, donc quasiment à sa sortie, ça a été 185 millions pour Doctor Strange 2. Ça reste Doctor Strange 2, une promo de malade,
Ok, mais du coup, pour The Marvels, on est quasiment, enfin, même beaucoup, enfin, plus que 100 millions de moins en termes de dollars. Sachant que Dr. Strange, il faut le rappeler, a titillé, entre guillemets, le milliard. Voilà. Donc c'est quand même assez fort ce qui se passe, ce qui s'est passé avec Dr. Strange, c'était bien. Mais avec The Marvels, je pense qu'il y a peu de chances qu'il soit rentable. Ça ne veut pas dire que le film ne sera pas bien. Blue Beetle était un film lambda. Le film n'est pas rentable, il n'a pas marché, ça a été un big pour Warner, c'est un fait. Mais le film n'est pas moins mauvais. Tout dépend des goûts de chacun, mais moi j'ai pas passé un mauvais moment devant Blue Beetle, je me suis dit, bon, d'accord. Peut-être qu'avec The Marvel ce sera la même chose, peut-être que ce sera pire, peut-être que ce sera mieux, j'en sais rien. Mais le fait est que, au vu des estimations, au vu de ce qu'on veut nous vendre, encore une fois, parce que la promotion joue beaucoup aussi avec The Marvel, parce que tu sens que ils ont beaucoup essayé de jauger un petit peu les envies de chacun, puisque je vous rappelle quand même que le premier trailer de The Marvels est sorti en mars-avril pour une sortie en novembre, ce qui est énorme, d'accord. On peut se demander pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça. Eh bien, la question, enfin, la réponse est toute simple. Ils savaient que le film The Marvels était un peu mitigé dans les têtes de tout le monde, sachant qu'on sortait quand même de pas mal de films qui avaient pas mal déçu. Thor Love and Thunder, même s'il a bien marché, a déçu en termes de scénario. Quantum Mania, c'est pareil, et donc on commence à se poser des questions. Donc pourquoi est-ce qu'ils ont sorti le trailer maintenant? Tout simplement parce qu'ils voulaient se laisser une sorte d'ouverture pour, ok, donc les gens là, ils ont aimé ou pas le trailer? Non. Ok, bah il va falloir qu'on change certaines choses. Parce que oui, ils font des projections test, mais là, c'est un trailer, donc c'est tout le monde qui peut le voir, parce que les projections test, c'est un certain panel de personnes qui peuvent aller voir le film et qui vont donner leur avis avec des petits smileys, tout ça. Ok, on connaît. Mais là, avec donc ce premier trailer qui n'a pas plu, on ne va pas se mentir, la plupart des gens ont été mitigés, moi-même j'ai été mitigé, je me suis dit, je vais le voir, bien sûr, parce que ça reste un Marvel, parce que ça reste un film que j'attends quand même, mais on se pose la question de pourquoi faire? Il faut quand même qu'un film raconte une histoire derrière. Là, on a l'impression qu'on s'est dit, bon, on va prendre ces trois personnages-là, on va les mettre là dans le film. Ça peut être bien, ça peut vraiment être bien. En plus, pour ceux qui aiment les caméos, moi j'aime bien les caméos, les petits détails cachés, les petits trucs comme ça, les petites connexions avec plein de films, bah il y en aurait dans ce film-là. J'utilise le conditionnel, mais je vais pas vous préciser quoi pour pas vous spoiler. Mais du coup, le fait est que The Marvels ne va pas, en tout cas selon moi, marcher par rapport à tout cela. Parce que du coup, ils ont sorti donc le trailer en amont, alors qu'habituellement, et on est habitué maintenant, je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo bulletin ce matin, le trailer d'Echo pourrait sortir vendredi, a priori. Sachant qu'Echo, ça sort en janvier, on est en novembre, d'accord? Donc on a 2 mois de battement. Ça reste une série, mais pour aller au-delà, Thor Love and Thunder a sorti le premier trailer du coup de son film, je crois 4 à 5 mois avant la sortie de son film, et encore c'était un teaser. Donc le laps de temps est de plus en plus réduit, et là, 8 mois avant on te sort un trailer, parce que justement on s'était dit, bon on va sortir ça, mais comme ça au moins on sait ce que les gens aiment et ce qu'ils n'aiment pas. Et bon, ils ont essayé de changer, vous avez vu possiblement les vidéos, les rumeurs au moins sur Twitter, à mon avis, tout ça là, c'était pas prévu. Je vous le dis clairement, c'était pas prévu. Ils se sont dit, le film, bon, il va pas trop marcher, et vous allez voir que même en interne, en fait, c'est même pas moi qui l'invente, c'est que vous allez voir, on va continuer l'article le dit. Mais je pense qu'ils ont quand même rajouté quand même pas mal de choses pour essayer de plaire aux fans, mais après. Parce qu'à mon avis, il n'y avait pas autant de connexion avec tout l'univers Marvel. Mais bref, on continue, puisque, et c'est ça qui est ouf quand même, le film est réalisé par Nia DaCosta. Ok, avec, voilà, il rappelle Théona Paris, Iman Vellani, super. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est ça. Puisque, en gros, ce qui est fou, c'est au lieu de s'appuyer de manière transparente sur le succès de Captain Marvel, cette décision a donné lieu à 4 semaines de reprise pour apporter de la cohérence à un scénario enchevêtré. Ok, bon, il y a eu des reshoots. Mais là, on a Nia DaCosta qui a commencé déjà son travail sur un autre film. Sauf que, comment peux-tu te permettre de commencer un travail sur un autre film alors que tu en as un qui sort dans une semaine? Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, on continue l'article et c'est là où c'est hyper intéressant. C'est qu'en gros, alors que The Marvels était encore en post-production, la cinéaste a déménagé à Londres plus tôt cette année pour commencer à préparer son drame avec Tessa Thompson qui s'appelle Eda. Et un représentant d'Acosta a refusé de commenter. Donc en gros, elle était en post-production de The Marvels, et au lieu de travailler sur son propre film, elle s'est dit je vais aller faire un autre film. C'est quel genre de professionnalisme?
Et ça te dit bien qu'il y a vraiment un problème en interne, c'est pas possible autrement. Si vous réalisez un film à 250 millions de dollars, c'est un petit peu bizarre que le réalisateur parte à quelques mois de la fin à expliquer une source proche de la production. Ce qui n'est pas faux en soi. Pourquoi est-ce qu'elle a quitté la production du film alors que c'est son film et il a quand même coûté extrêmement cher. C'est fou. Les Thunderbolts annulés? Vraiment? Mais non. Bon, on va y venir après. Enfin, on regardera après. Si c'est annulé. Oh mon dieu, oh la honte! Oh, la honte! Dans le sens où moi, je fais que promouvoir ce film en disant non, ça va être bien et tout. Attends, tu sais quoi, je vais vraiment me renseigner. C'est quoi, ça va être une vidéo dans la vidéo. On va aller sur Twitter, on va taper Thunderbolts pour être sûr, peut-être que c'est pas le cas. Peut-être que c'est pas le cas. Alors attends. Là, je vois rien en tout cas. Thunderbolts, Marvel. D'accord, attendez. Pour l'instant, je vois rien de particulièrement. Y a rien. Non, pour l'instant, il y a. Et en plus, le film devait rentrer en tournage, donc en vrai, ça m'étonnerait. Ou en tout cas, là, je vois pas de. Je vois pas de. Je vois pas de choses en. Enfin, d'articles ou en tout cas de personnes fiables en parler. Donc, on va pas forcément voilà, y venir. Mais en tout cas, dans cet écriteau, cet article-là, on parle de Blade. Et ça ne dit pas du tout que le film Blade est annulé. C'est pour ça qu'il faut lire l'article et bien comprendre ce que ça en dégage comme idée. The Marvels donc a vu sa date de sortie reculée de 2 fois, une fois pour échanger sa place avec Quantumania qui était considéré plus loin, bon ça on s'en fout, mais en gros, voilà. Ce qui est intéressant, c'est qu'en plus de ça, récemment, en juin, Marvel, qui ne sollicite traditionnellement que les commentaires des employés de Disney et de leurs amis et de leur famille, a pris la mesure inhabituelle d'organiser une projection publique au Texas. Le public a donné au film des critiques. C'est même pas négatif, c'est médiocre, les gars. C'est médiocre. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Mais du coup, on continue. Parce que là, l'article, il est pas du tout fini, les gars. Là, on en a pour... Oh, c'est si long, c'est si long. Je suis désolé. En tout cas, j'espère que vous aimez ce live et j'espère que la vidéo sera pas trop longue. Est-ce qu'on en est à... On en est quand même à 31 minutes. Bon, il est possible que cette vidéo puisse durer quand même peut-être 1 heure. Mais bref. Mais Marvel n'a jamais eu pour objectif d'être moyen. Le véritable super pouvoir de Kevin, c'est son génie. Enfin, son génie, du coup, a toujours été dans la post-production, en mettant la main sur les films, en veillant à ce qu'ils se terminent toujours en beauté. Ces jours-ci, il est éparpillé, et Kevin Feige a refusé de commenter, du coup, ces faits-là. Sachant, vous allez voir qu'à la fin, parce que là, ça a l'air d'être négatif, à la fin, il y a quand même une petite lueur de positif, quand même, je vous jure. J'ai lu l'article, donc je peux vous le confirmer, mais on va y venir, voilà, au fur et à mesure. Mais même, attendez, on va directement taper Thunderbolts pour voir s'il y a écrit quelque chose. Dans l'article, en tout cas, c'est pas écrit que les Thunderbolts est annulé. Donc, je ne sais pas d'où ça sort. Sachez qu'en tout cas, je ne confirme rien, je n'affirme rien, mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas de rumeur fiable qui parle des Thunderbolts annulés. Mais en tout cas, il parle de Blade là-dedans. Feige n'est pas la seule personne à montrer des signes de tension. L'ensemble du bataillon VFX, là on commence à parler des effets spéciaux, de Marvel, y compris le personnel et les fournisseurs, a du mal à suivre le rythme d'un flux incessant de production. En février dernier, lorsque le générique de la première mondiale Quantumania s'est déroulé, le choc s'est propagé au Regency Village Theatre de Westwood à cause d'images de synthèse de mauvaise qualité. Il y avait au moins 10 scènes dans lesquels les effets visuels avaient été ajoutés à la dernière minute et ils étaient flous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer d'analyser ça. Je vous le dis, ça existe des films qui te proposent des projections où le film n'est pas terminé. Sauf que là, c'est pas la même chose. Moi, je vous dis, quand je suis allé voir, et en plus Comics Guardian peut en attester puisqu'il était là avec moi, quand on est allé voir les Tortues Ninja en projection presse, le film n'était pas terminé. Et il nous avait prévenu. Et là, c'est... Vite, il faut faire les scènes. C'est quand même fou. C'est quand même fou, mais ça va aller plus loin. Ça va aller plus loin. Donc quelqu'un, voilà, vétéran du pouvoir du pouvoir présent sur place, c'était fou. Je n'avais jamais vu quelque chose comme ça de toute ma carrière. Tout le monde en parlait, même les enfants des cadres en parlaient. L'échange de calendrier avec The Marvels avait laissé la suite d'Ant-Man dans une situation difficile, allongeant son calendrier de post-production de 4 mois et demi. Les films Marvel sont connus pour être jusqu'au bout, pour aller jusqu'au bout, étant donné la capacité de Feige à faire mousser la piste et de faire atterrir un avion de cette façon. En gros, c'est lui qui essaye de faire en sorte que, même si le film paraît moins bon, il essaie de faire en sorte à la toute fin de rajouter des choses qui peuvent plaire. Et donc c'est lui qui essaie de nous brosser dans le sens du poil, entre guillemets. Mais ce niveau d'inachevé était sans précédent et serait noté dans des critiques cinglantes lorsque le mât
de tente, donc doté d'un budget de 2 millions de dollars, a ouvert ses portes, du coup 11 jours après la première. Les critiques n'étaient pas les seuls à être concernés. Marre des journées de 14 heures et l'absence d'heures supplémentaires, donc ils n'étaient pas payés en heures sup, les travailleurs de Marvel VFX ont voté à l'unanimité en faveur de la syndicalisation en septembre, déclenchant une tendance à l'échelle du secteur. Ça, c'est très bien. Pas qu'ils travaillent 14 heures, ça c'est compliqué. Alors, je connais pas les tenants et les aboutissants par rapport à tout ça. Je connais pas. Je sais pas comment fonctionne le système américain, sachant qu'en plus là, ce sera un secteur un peu plus privé, donc avec des règles particulières, puisqu'on est quand même à Disney. Mais 14 heures, ça me semble beaucoup. Hein. Ça veut dire qu'en gros, tu commences ta journée à 7 heures du matin, sans pause, tu t'arrêtes à 21 heures. Ça fait beaucoup. Mais bon, ok. Et donc, ils ont voté. Là où c'est bien, c'est qu'ils ont voté à l'unanimité en faveur d'une syndicalisation, donc dans le but et l'espoir de faire en sorte que leur métier soit moins une tare et soit respecté donc à sa juste valeur. Et c'est tout à leur honneur, bien évidemment. Et là, l'année 2023 a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, a déclaré Anna George, ancienne coordinatrice adjointe des effets visuels de Marvel Studios, qui a comparu devant le Congressional Labour Caucus le 19 octobre pour témoigner des délais et des conditions de travail intenables du studio. Le salaire et les longues heures chez Marvel étaient la raison pour laquelle nous avons dû entamer notre processus de syndicalisation là-bas. Les conditions étaient totalement intenables. J'aurais tendance, moi, à me mettre du côté des acteurs de cette situation-là, donc des gens du VFX, mais encore une fois, il nous faut aussi prendre les deux prismes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? En vérité, j'en sais rien, mais j'ai vraiment... Enfin, pour moi, ça a l'air d'être vrai. Enfin, il y a tellement de choses qui montrent que les VFX sont pas respectés. Déjà, visuellement, ça se voit que c'est pas beau. Donc, si c'est pas beau, c'est qu'il y a eu des problèmes internes. Ils se sont pas dit MODOK, non, il est magnifique. À part le réalisateur, là, le Jeff Loveness, là, qui a écrit MODOK, il y a que lui qui le trouvait beau. Frérot, t'es qui? Arrête ça un peu, arrête. Lâche ça. Mais les hauts gradés de Disney, y compris le nouveau PDG, donc Bob Iger, qui est donc revenu, a été l'apoplectique aurait été apoplectique face aux problèmes VFX de Marvel. En gros, apoplectique, si je ne dis pas de bêtises, c'est genre, il a été, comment dire, sans vraiment vouloir bouger les choses. Alors, je vais quand même vérifier, pour pas me tromper et au moins vous dire la bonne chose, qui a ou annonce une prédisposition d'apoplexie. Donc, bon, hein, d'accord. Bon, on va passer ce terme-là, du coup, on va passer à autre chose, parce que là, ça parle pas forcément de ce que je veux évoquer. Un mois après la débâcle de la première de Quantum Mania, la guillotine est tombée sur Victoria Alonso, vous le savez. Donc ça aussi, c'était un énorme retournement de situation. Donc elle était quand même la numéro 3, je crois, chez Marvel Studios, qui supervisait la production physique, la post-production, les effets visuels et l'animation du studio, alors que la raison invoquée pour son licenciement brutal était son rôle non autorisé de productrice exécutive sur le film Argentine 1985, des sources internes affirment que Disney était furieux que le contrôle qualité de ses productions Marvel s'effondre, en particulier sur le secteur télévisuel en constante expansion. Et ça, c'est intéressant parce que ça nous montre que eux voulaient développer le côté télévisuel, mais celle qui s'occupait de la coordination et notamment des effets visuels, pour checker un petit peu si tout se passait bien, bah, elle n'était pas forcément très impliquée, à tel point, bah, vous vous souvenez, hein, vous vous souvenez de She-Hulk? On s'en souvient, non? Moi, en tout cas, je m'en souviens. Mais passons, regardons ce qui est écrit par la suite. Le blocage des effets visuels était évident depuis un certain temps, avec quelques effets finaux pour les séries Disney+, et là, bon, il te parle de WandaVision et de She-Hulk. Le fait qu'Alonso soit occupé à promouvoir son projet d'art et d'essai pendant que Rome brûlait ne convenait certainement pas aux dirigeants de Disney. Voilà. Donc en gros, vu qu'elle travaille sur un autre projet pour elle, et parce que bah, c'est aussi, elle peut travailler sur ses propres choses, eh bien, le studio s'est dit attends, là t'es en train de travailler sur un autre film alors que là, on va pas bien. Ah bah dégage. En gros, c'est ce qui se serait passé, plutôt. Mais on continue, là on en est genre aux 2/3, hein. Et encore, on vient de passer la moitié, donc c'est assez long. Oui, non, pas chic. Et j'espère que tu vas bien d'ailleurs, Eddie. Hâte pardon, d'être à ce soir. Mais certaines sources internes suggèrent qu'Alonso était le bouc émissaire et soulignent que les effets visuels de She-Hulk comme le symptôme d'une pourriture plus profonde, à savoir un manque de surveillance sur le développement du script.
dans l'arc original de She-Hulk, un flashback de la transformation de la star Tatiana Maslany en son personnage de Hulk, du coup, n'a eu lieu qu'à l'épisode 8, l'avant-dernier épisode, ce qui est quand même fou. C'est qu'on a eu le flash... Enfin, après, les flashbacks, on les a en général à l'avant-dernier épisode, sauf que là, on parle d'une série She-Hulk, sur le personnage. On a envie d'avoir ça avant. Mais après que le cerveau de Marvel ait regardé des images, il a réalisé que la scène devait se dérouler dans l'épisode pilote afin que le public puisse voir plutôt l'histoire du personnage. Ce qui est tout simplement logique. On te présente un nouveau personnage, vraiment premier degré. Vous dans le chat, mettez oui ou non. Est-ce que vous trouvez ça logique que la volonté de base du studio, c'est de faire en sorte que dans l'épisode 8, donc l'avant-dernier épisode, on te montre la transformation avec un flashback du personnage de Tatiana Maslany, donc Jennifer Walters en She-Hulk. Est-ce que vous trouvez ça normal que ce soit dans l'avant-dernier épisode? C'est comme si Miss Marvel, on découvrait ses pouvoirs à l'avant-dernier épisode, ou qu'on ait eu un flashback. Ça ne marche pas comme ça. Moi, ça m'aurait dérangé. Personnellement, j'aurais dit oui. D'ailleurs, n'hésitez pas, vous, dans les commentaires de cette vidéo, à me dire ce que vous en pensez. Mais du coup, oui. Non, je ne vais pas remuer le couteau dans la plaie avec She-Hulk, mais le fait est que c'est ce qu'ils évoquent, donc je ne fais que lire et interpréter aussi les dires donc, de Tatiana Siegel, tout simplement. Donc, on était ici, voilà. Les soi-disant mauvais effets visuels que nous voyons étaient dus à des scripts à moitié cuits, explique une personne impliquée dans She-Hulk. Ce n'est pas Victoria, c'est Kevin. Et même au-dessus de Kevin. Ces problèmes devraient être résolus dès la pré-production. Le calendrier ne permet pas aux dirigeants de Marvel de s'asseoir avec le matériel. En gros, ils sont en train de dire, en fait, on a viré, et comme c'était écrit avant, il fallait un bouc émissaire. Même si elle a causé quand même pas mal de problèmes, c'est elle qui a été renvoyée. C'est elle qui n'est plus là. Et Kevin, lui, est toujours là et essaye donc de... Je dis Kevin comme si c'était mon pote. Non, ça vous aurait pas dérangé? Ok, d'accord. Je comprends. Après, moi, ça m'aurait dérangé, de fait de découvrir ça pour l'avant-dernier épisode, personnellement. Moi, je trouve ça fou, en fait, qu'on te présente un personnage comme She-Hulk et qu'on te dise, voilà comment elle s'est transformée dans l'épisode 8, plutôt que dans l'épisode pilote. Mais bon, de toute façon, She-Hulk, ça reste une série un peu mise de côté. En tout cas, pour moi, elle n'existe pas dans la trame actuelle du MCU. En tout cas, j'espère qu'elle n'existera jamais. Pendant ce temps, Marvel saignait de l'argent, avec un seul épisode de She-Hulk coûtant 25 millions de dollars. Ce qui est énorme, éclipsant le budget d'un épisode de la dernière saison de Game of Thrones de HBO, mais sans un coût similaire dans l'ère du temps. La première série en août 2022, voilà, les effets visuels, bon ça c'est pas forcément hyper intéressant. Certains signes indiquent que l'afflux de produits incite les gens à se désintéresser, donc c'est le fait de trop produire, au final on se dit, ouais, pas foufou ce que je vois là. Je ne suis pas prêt à appeler ça une chute permanente, et c'est pourquoi il y a quand même du positif. Alors c'est pas le positif là, mais c'est un peu plus positif vers la fin. Je ne suis pas prêt donc à appeler ça une chute permanente, mais sur la base des chiffres associés au podcast Marvel, aux articles basés sur Marvel, aux amis qui font des reportages vidéo basés sur Marvel, tous les chiffres sont considérablement en baisse. Et ce qui est fou, c'est que c'est le cas. Je suis désolé, mais on le voit nous-mêmes. Et là, ça parle un petit peu de ce qu'on peut vivre, genre Mathéo, ou moi par exemple au quotidien. Quand on fait un live, là on est beaucoup, parce que, et d'ailleurs merci beaucoup d'être plus de 500, mais en général, on n'est pas... Juste à titre de comparaison, ce qui est fou, c'est que quand on était pour du Loki, sur de l'after ou même du 100% Marvel, vous savez quoi? Je vais vous montrer des stats criantes. Je vais vous donner les vrais stats. Vous allez voir. Je vais taper diffusion en direct, je vais taper after Loki dans mon YouTube, et je vais vous montrer à quel point ça a changé. On va quand même faire quelque chose d'assez représentatif, donc on va comparer le dernier after, en lien avec Loki, donc de l'épisode 4, et on va comparer avec l'épisode 4 de la saison 1 de Loki. En comparaison, regardez. Enfin, regardez, vous ne le voyez pas, mais je vais vous donner les chiffres. L'engagement, la couverture, non, c'est l'audience, c'était, je sais plus ce que c'est exactement, je crois que c'est là, aperçu. Dans aperçu, voilà, pour un after, d'accord, on a eu un pic à 855 personnes, spectateurs, sur la chaîne. 855. Ce qui est pour moi énorme. D'accord? 855. Si on compare avec l'after de Loki, de la semaine dernière, non pas que la saison 2 ne soit pas bonne, hein, mais il faut quand même comparer. Donc on a 855 d'un côté et on est à 363 de l'autre pour le même épisode d'une série à l'autre. Ça montre
nous, on le voit qu'il y a un désintérêt. Et je ne peux qu'être d'accord avec ce désintérêt. Non pas que la saison 2 de Loki soit pas bonne, mais le fait est que oui, il y a un problème. Il y a peut-être de la surconsommation aussi, pas forcément extrêmement bonne. Après, là, je vois dans le chat, prends ceux de WandaVision, les stats avaient explosé. Je peux pas prendre WandaVision, ce n'est pas représentatif. Là, c'est l'exemple parfait, on a 2 saisons d'une même série. Si j'avais pris du WandaVision que j'avais comparé avec du She-Hulk, évidemment qu'il y aurait eu un gap, c'est logique. Pour du WandaVision, même pour du Falcon and the Winter Soldier, on avoisinait les 2000, et je crois qu'à un moment donné, enfin pas sur ma chaîne, hein, mais sur 100% Marvel, et même sur les 100% Marvel, des fois on atteignait pardon, les 3000 viewers, c'est incroyable. Là, on n'arrive plus à atteindre les 1000, et c'est normal, en vérité. Je comprends totalement. Là, ils essayent de faire en sorte d'avoir une meilleure optimisation du temps, entre guillemets, en te proposant moins de contenu, et en essayant de faire en sorte qu'il soit mieux, mais je suis désolé, mais Secret Invasion, c'était pas bon. Ce n'était pas bon. Donc, voilà, il faut quand même réussir à évoluer avec ça. Il faut se rendre à l'évidence que oui, il y a une volonté qui a disparu du côté des spectateurs. Et j'en suis le premier conscient, puisque moi-même je suis un spectateur. À l'époque, les gars, tous les films Marvel m'intéressaient. Tous les films. Tous. Là, tu me sors, même encore aujourd'hui, et je le dis aujourd'hui, Marc-Emmanuel, je suis obligé de le dire, je le dis aujourd'hui. Les Thunderbolts, aujourd'hui, je m'en fous. Et pour moi, c'est l'exemple le plus criant, en tout cas personnellement, je m'en fous. S'il sort, je suis content, s'il ne sort pas, eh bah ok. Alors qu'avant, si on m'avait dit à l'époque où les Thunderbolts quoi, je n'ai rien dit, peut-être que vous étiez là, j'étais mais hypé de fou sur cette équipe-là. Aujourd'hui, je n'en ai plus rien à foutre. C'est quand même grave. Alors que, pour beaucoup, et je l'entends totalement, je suis le fanboy numéro 1 Marvel au monde, peut-être, j'en sais rien. Mais, moi qui suis fan de l'univers, même moi, je commence à me dire « Ah là 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 !» Non, bah ouais, tu veux le supprimer. Le seul où j'aurais le seum, vraiment le seul où j'aurais le seum, c'est Blade. Ce serait vraiment Blade. Parce que Blade, c'est vraiment... visuellement, ça peut donner quelque chose de très très bon. Mahershala Ali, c'est un très bon acteur, vraiment cast parfait. Il ne faut pas qu'il se rate là-dessus, et il faut qu'il le fasse. Si on me dit les Thunderbolts annulés, ah, bon bah ok, d'accord. Alors qu'avant, j'aurais vraiment été genre, mais non, mais les gars, vous pouvez pas annuler. Et là, je m'en fous. Et c'est représentatif. Pour moi, personnellement, c'est le meilleur exemple. Pour moi, encore une fois. Pour moi, pour ma perception des choses. Voilà. Encore une fois, ce n'est que mon avis. Si le film sort et qu'il est incroyable, tant mieux, je serai le premier à le dire. Si le film sort et qu'il est mauvais, pareil, je serai le premier à le dire en me disant, ben, on peut être fan de Marvel et ne pas trouver ce film bon, voire le trouver nul. Ça a été le cas pour Quantum Mania, tout simplement. Mais revenons, en tout cas, à l'article. J'espère que ce live vous plaît. En tout cas, et que cette vidéo aussi vous plaît, parce qu'elle est quand même pas mal longue. J'essaye aussi de faire, de faire vivre tout ça, quoi, tout simplement. Donc la qualité, donc tout ça, ça a été selon Joanna Robinson, donc par rapport aux chiffres, donc elle parle des podcasts, des vidéos, qu'on peut faire des théories, tout ça. Voilà. La qualité souffre en 2019 au sommet. Si vous étiez Marvel Studios devant quelque chose, les gens se disaient « Oh, cette marque est synonyme de qualité ». Cette association n'est plus le cas parce qu'il y a eu tellement de projets qui semblaient à moitié cuits et insuffisamment cuits, les gars. En gros, ils sortaient des projets en se disant « Bon, bah en fait, les gens, ils aiment bien Asie. On sort le truc. Est-ce que c'est bien? Bon, je sais pas. » Et c'est là où ça va m'intéresser, les gars, parce que là, on va parler de Blade. Alors que les critiques du public se multiplient, Feige met fin au script, au projet qui ne fonctionne pas. Exemple concret, le redémarrage de Blade. Alors, si on s'arrête là, on peut se dire, bah Blade est annulé. Sauf que non, vous le savez très bien, j'en ai fait une vidéo pour vous faire un petit récapitulatif. Ah, l'article est très long, mais c'est pour ça, c'est hyper intéressant, parce qu'il y a plein de choses qui sont évoquées, et rien n'est laissé au hasard. Et c'est très intéressant, en tout cas pour moi. Et là où c'est hyper intéressant sur Blade, c'est qu'on pourrait se dire, bah c'est annulé. Sauf que non, ce n'est pas annulé, on le sait, il y a des gens qui sont prévus pour travailler sur ce projet-là. Exemple concret, donc le redémarrage de Blade, avec Mahershala Ali, donc qui a signé pour ce film de vampire, qui devait sortir pour 2023. On est en 2023, sachez, normalement, si tous les astres étaient alignés, normalement, la semaine prochaine, on aurait dû avoir Blade. Normalement. Le film, pour l'instant, est daté pour le mois de février 2025. Je vous rappelle que ce film, il y a eu quand même pas mal de problèmes, dans le sens où on avait un premier réalisateur, ça ne collait pas avec la vision que voulait avoir Mahershala Ali sur son
pour le projet. A priori, il y avait aussi la volonté de, par rapport à Blade, de faire un film en tout cas dans un premier temps, qui n'avait pas de scène d'action. En tout cas, je crois qu'il y en avait 2. Alors que c'est quand même un film sur un vampire. Si t'as pas de scène d'action, tu vas en faire quoi? Et sachant qu'en plus c'est un Marvel, donc si tu mets un Marvel avec un vampire sans action, bah c'est pas ouf. Donc il a été un peu mis de côté. Une personne familière avec des permutations de scénario dit que l'histoire s'est transformée en un moment, à un moment donné en un récit mené par des femmes et rempli de leçons de vie. Blade a été relégué au 4e plan, une idée bizarre étant donné que le studio avait à son bord Ali, double lauréat d'un Oscar. Je vous rappelle que Mahershala Ali, bon, il a joué dans Luke Cage et il a joué le meilleur personnage de Cottonmouth, mais en plus de ça, il a joué dans Green Book et dans Moonlight, 2 films pour lesquels il a reçu l'Oscar du meilleur second rôle. Donc on n'est pas sur n'importe qui, encore une fois, il est incroyable. Le charisme de cet homme est fou. Au milieu des rumeurs selon lesquelles Ali était prêt à se retirer en raison des problèmes de scénario, Kevin Feige est retourné à la planche à dessin et a embauché Michael Green, l'écrivain nommé aux Oscars pour Logan. Donc là, on est en train de nous dire « Ah, Marshall Ali, tu veux partir ?» Non, mais reste, toi, tu veux vraiment partir parce que du coup, ton film se fait pas et du coup, c'est pas vraiment ce que tu veux faire. D'accord. Bah, en fait, viens, on revient sur tout ce qu'on a fait, on reprend un scénariste. Quel film a marché? Logan. Viens, on prend Logan. Le mec qui a fait Logan, on le prend et on. Moi, je dis oui. Logan, pour moi, c'est le meilleur film de super-héros. En tout cas, d'un comics, d'un comic book movie. Pour moi, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le meilleur. Donc, si on me dit Mahershala Ali dans un film Blade qui puisse se passer dans les années 20, avec des démons, avec des vampires, avec le diable, tout ça, scénarisé par le mec qui a écrit Logan, que demande le peuple? Que demande le peuple? On continue. C'est encore un peu long, il nous reste encore tout ça, mais ça va, il nous reste encore 2 gros paragraphes. Du coup, les spéculations circulent selon lesquelles le studio chercherait à réaliser le film, donc c'est toujours prévu, pour 2025, avec un budget inférieur à 100 millions de dollars, un écart par rapport à la stratégie dépensière importante de Marvel. Et là, encore une fois, je vais encore mettre une petite pause. Pourquoi ce film, c'est de l'or en barre. Tout est fait pour que ce film marche. Pour moi. Vraiment, il va marcher sur moi. Là, et c'est là où ça me plaît, c'est qu'on est en train de te dire, on va faire un film sur Blade qui coûte moins de 100 millions de dollars. Ça peut paraître beaucoup, 100 millions de dollars. Pour Disney, ça, c'est pas beaucoup en vérité par rapport à d'autres projets. Regardez, The Marvels a coûté 250 millions. Là où je me dis que ça ne peut qu'être que bénéfique pour Disney, c'est que même si le film fait 300, 400 millions comme Eternals l'a fait, comme Shang-Chi l'a fait, le film est bien rentable. Puisque je vous rappelle, 2,5, 3 fois le budget du film pour être rentable. Si le film coûte moins de 100 millions et qu'il fait 400 millions, c'est bon. Et en plus de ça, je vous rappelle, les budgets de The Marvels ou de Quantum Mania au niveau des effets spéciaux, tout ça, ça coûte cher. Là, pour Blade, on n'a pas besoin d'effets spéciaux, faites des effets pratiques. Ils l'ont fait pour les premiers films, faites-le pour celui-ci. Si en plus le film se passe d'il y a longtemps, et regardez l'exemple le plus criant, les gars, d'un projet qui est génial, qui n'a pas besoin d'un énorme budget, Werewolf by Night. Ce film-là, qui est sorti donc sur Disney+, il y a 1 an, quasiment jour pour jour, était génial. Il était vraiment bien, ce film, Werewolf by Night, et beaucoup d'effets pratiques. Alors bien sûr qu'il faut des effets spéciaux pour animer un peu Man-Thing, mais la plupart des effets sont des effets pratiques. Et le film, enfin en tout cas l'épisode special, a plu à la majeure partie des gens. Donc t'as pas besoin d'avoir un énorme budget pour faire un bon film. Tu peux faire les choses sans trop dépenser. Tu peux le faire. S'ils le font là, c'est bon. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Donc, on passe là-dessus. Alors que Bob Iger reconnaît publiquement les inconvénients d'une surabondance de Marvel Télévision qui dilue la concentration et l'attention, les gardiens de l'empire de la bande dessinée envisagent des mesures dramatiques. Des sources affirment qu'il y a eu et c'est là où c'est compliqué, des discussions pour ramener le gang original des films Avengers. Donc, Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor, Hulk et Hawkeye de retour dans un film. Sachez que ce n'est qu'une idée qui, selon moi, n'arrivera jamais. Des sources affirment que le salaire initial de Robert Downey Jr. pour Iron Man 3 était de 25 millions de dollars, ce qui est énorme.
si ils essayent de réduire un peu les coûts, tu penses vraiment que faire revenir ceux qui ont fait le succès de leur franchise va faire en sorte que le film ne coûte pas cher? Non. Moi, je pense que c'est qu'une idée, ils vont jamais le faire. Est-ce que Robert Downey Jr. ou Chris Evans ou Scarlett Johansson reviendront? Oui, ils reviendront, c'est évident. Dans Secret Wars ou dans un autre projet. Mais, est-ce qu'ils reviendront dans un film Avengers, à proprement parler, comme une sorte de... Enfin, un film Avengers que sur eux? Non, ce n'est pas possible. Parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce que tu fais de Sam Wilson, qui est devenu Captain America? Qu'est-ce que t'en fais de lui? Qu'est-ce que tu fais de tous les autres personnages qui ont pris leur rôle? Kate Bishop, Spider-Man, qu'est-ce que tu fais d'eux? Tu ne peux pas te passer d'eux, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que t'en fais? Cela résoudra-t-il les problèmes des Majors, donc de Marvel, donc des Majors, donc il parle de Jonathan Majors, alors que l'acteur de Quantumania a été arrêté en mars, donc là il rappelle un petit peu tout le lore autour de Jonathan Majors, ce qui est très compliqué actuellement. Donc il a été arrêté en mars, les dirigeants de Disney ont insisté sur le fait qu'ils pouvaient se permettre de jouer à un jeu d'attente, étant donné que le tournage de Avengers The Kang Dynasty ne devrait pas commencer avant début 2024. Ce sera décalé, je pense, voire annulé, je pense. Mais ensuite, Majors a été rapidement abandonné par les publicistes et ses managers, donc par ses agents, etc. Notamment son agence, etc. En avril, d'autres allégations de violences domestiques, les victimes de Majors ont commencé à coopérer avec le bureau du procureur du district de Manhattan, puis avant une audience clé en octobre, les médias dont Variety ont obtenu un dossier judiciaire faisant référence à un incident de police à Londres impliquant Majors qui a conduit son ex-petite amie à consulter un médecin pour rendre les choses encore plus délicates. L'ex-petite amie a également travaillé sur Quantumania en tant que coach de mouvement et l'incident de Londres a eu lieu pendant que Majors tournait la saison 2 de Loki. Ok. Le 25 octobre, un juge de New York a rejeté la requête de Majors visant à classer l'affaire, ce qui garantit que l'acteur sera jugé fin novembre. Donc fin novembre, on aura le fin mot de l'histoire a priori. D'accord? A priori. Son équipe juridique tente de garder certains éléments de l'affaire sous scellé. Moi, en fait, ce qui m'a fait rire, c'est que pour se défendre, ils ont sorti une vidéo de Jonathan Majors en béret et en marcel, où il y a deux personnes qui veulent se battre, et lui il est là genre non, 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 non. Je vous jure que cette vidéo, moi, elle m'a fait rire parce que je me suis dit, mais quel rapport avec l'affaire? Parce que c'était pour montrer la bienveillance de Majors, genre, il veut empêcher des batailles, tout ça. Vraiment, ça peut être un mème. Il est vraiment genre, non, non, va là-bas. Non, toi aussi, te rapproche pas, va là-bas. Stop! Avec son béret, là. Et je sais pas si vous avez vu la vidéo, elle est sur Twitter. Hein. Vous tapez, je crois que c'est TMZ qui l'a publié cette vidéo-là. Moi, ça m'a vraiment fait rire le. Ah non. Eh non, pousse-toi, pousse-toi. Bref, bref. Donc ils ont sorti cette vidéo-là pour montrer que il est gentil, tout ça. On en était où? On en était là. Une source du studio note qu'indépendamment des problèmes juridiques de l'acteur, Marvel aurait envisagé de s'éloigner d'une phase dirigée par Majors, donc en raison de la performance au box-office de Quantumania, qui aurait du mal à réaliser des bénéfices. Cela ferait réfléchir les gens, étant donné que du coup la Quantumania n'a pas vraiment eu lieu. Explique la source, le 27 octobre, Disney a retiré du calendrier de sortie un autre film majeur, Magazine Dreams, de Searchlight, dans lequel il y avait Jonathan Majors, je crois, si je ne dis pas de bêtises. La refonte donc de Majors, donc le côté de on essaie de le changer, peut-être le recast, est également une option. Ça, on en avait parlé, c'est une option. Comme l'a fait Kevin Feige lorsqu'il a replacé Terrence Howard dans Iron Man 2 par Don Cheadle. En fait, Marvel n'a pas peur de changer de direction, même après avoir fait des annonces éclatantes, donc c'est pour ça qu'il parle de Armor Wars en disant qu'à la base c'était une série, finalement ça devient un film. Les gars, Armor Wars, est-ce que ça va arriver? Non, ça ne sortira jamais. Bah si, en vrai je pense que ça va sortir, parce qu'ils essaient de coller, ils essaient de refaire un peu un Iron Man. Bref. Alors attendez, hop, je remets là, voilà, on en est là. Donc, ensuite, il parle des Inhumains, voilà, en disant que le film était prévu, mais finalement c'était une série qui n'était pas connectée au MCU, bref. Pourtant, le point positif de 2023, et là on arrive quand même sur du positif. Les Gardiens de la Galaxie qui a rapporté 845 millions de dollars, bien sûr, ça reste un film James Gunn, ça reste la troisième histoire des Gardiens en solo. Ok, avec Marvel, c'était aussi proche d'une garantie que possible, explique Paul
Dergarabedian, donc analyste du box-office chez Comscore, pardon. Il était donc logique de miser sur les budgets Gardien 3, donc il a été un peu négligé par son succès, mais il y avait James Gunn, il y avait Chris Pratt, et je pense que le pouvoir des stars devient de plus en plus important. Il y a eu Quantumania avec 476 millions, donc il a rapporté ce prix-là. Tout ce qui est inférieur à un demi-milliard est considéré comme une déception. Shang-Chi, Eternals, etc. Et ces attentes démesurées sont le résultat de tant de succès au fil des années. Et on arrive à la fin de l'article. La clé pour revigorer Marvel réside peut-être dans l'arsenal de super-héros que Disney a acquis lors de son achat en 2019. Ok. Donc la 20th Century Fox. Cet accord a mené plusieurs héros de l'ordre, enfin de premier rang tels que les X-Men ou les 4 Fantastiques, donc à revenir au studio en parlant de Deadpool 3, en parlant des 4 Fantastiques. Et du coup, en prime, les ajouts de la Fox donnent à Feige une opportunité pour réinventer la franchise X-Men, la propriété même sur laquelle il a fait ses armes, en tant que jeune cadre de la société de production Lauren Sher-Donner. Maintenant que la grève est dans le rétro, donc la grève des scénaristes est terminée, Marvel a commencé à parler aux écrivains, donc ça on en avait déjà parlé, il commence à se renseigner sur qui pourrait écrire la manière dont les X-Men vont interagir avec le MC. Voilà. Pendant que Kevin Feige recalibre, le reste de l'industrie espère anxieusement que les meilleurs jours de Marvel ne sont pas derrière lui. Et ça, c'est intéressant, parce que Jason Squire, qui est un professeur émérite de l'USC School of Cinematic Arts et animateur de The Movie Business Podcast, a déclaré donc écrire la nécrologie de Marvel serait peu judicieux. Kevin Feige est le Baby Ruth des dirigeants de cinéma, donc en gros, le Baby Ruth, je crois que c'est genre... c'est la manière dont ils ont, dont il arrive à gaver entre guillemets les studios. C'est lui en gros la poule aux œufs d'or, en gros. Et Marvel a le palmarès le plus rentable de l'histoire du cinéma, donc c'est sans questionnement. C'est voilà, ça, c'est comme ça. Les gars, est-ce que pour vous tout ça c'est positif? En vérité, il y a eu beaucoup de négatifs, mais de négatifs passé. Parce que si on fait un récapitulatif, le négatif c'est quoi? Bon, passé, même si c'est encore actuel avec Jonathan Majors, mais il y a Jonathan Majors. Recasté, pas recasté, on prend Doctor Doom ou un autre méchant pour remplacer Kang, mais à ce moment-là, pourquoi faire Avengers The Kang Dynasty? Qu'est-ce qu'on fait? Je pense que le recasté serait l'option la plus probable, quoique, on verra. Je ne sais, en vrai, même moi, je sais pas ce que je ferais à la place de Disney. Premier degré, je pense que la meilleure solution pour eux, ce serait de recast. On verra. Donc, il y a cette possibilité-là. Déjà, dans un premier temps, du coup, Jonathan Majors, compliqué, on aura la réponse fin novembre. Donc là, on n'a plus qu'à attendre et on verra ce qu'il en sera, puisque là, actuellement, on est en plein procès. Donc le procès va s'engager. Ok. Ensuite, on a pas mal de films qui s'organisaient sur une culture du... On va vous faire beaucoup travailler, les VFX, c'est pas fou, on va mettre beaucoup d'argent et on n'a pas beaucoup de rentabilité. Ça, c'est terminé. Bob Iger est revenu, on l'a vu l'exemple de Blade, moins de 100 millions de budget, ce qui est très peu pour un film Marvel, mais qui pourrait suffire à n'importe quelle autre production. Ok. 90 millions pour un film Blade. Ok. Et là, est-ce que justement on partirait pas sur un arrêt de série limitée, comme c'était le cas pour Moon Knight, comme c'était le cas pour She-Hulk, même si She-Hulk avait une volonté de faire une saison 2. Moon Knight, sachez qu'il y aura une saison 2, hein, c'est quasiment sûr. Mais de base, c'était mentionné comme étant une série limitée, Moon Knight. A priori, on ne partirait plus du tout sur ce genre de programme-là, mais on partirait sur des séries avec 2, 3, 4 saisons. Comme ils l'ont fait avec les Defenders, Jessica Jones, Daredevil, etc. Donc, Loki saison 2 rentre dans cette logique, mais ensuite on a, et je vous le rappelle, hein, ce qui est prévu, en tout cas du côté de Marvel, qui n'a pas été annoncé, mais qui est prévu, Miss Marvel saison 2, Moon Knight saison 2, Hawkeye saison 2. Au moins. Après, on aura peut-être de nouveaux programmes, de nouveaux personnages qui arriveront, mais ce sera beaucoup plus limité. Par exemple, vous voyez, vous avez fait des vidéos sur un programme sur les Daughters of Liberty, ou un programme sur le MI13, là, ou le MI6. Tout ça, là, ça va être à la poubelle. C'est-à-dire que tu penses vraiment que Bob Iger va se dire un programme spin-off à Secret Invasion qui n'a déjà pas marché, sur le MI6, ah, ça va être de la grosse merde. On l'enlève. Je suis persuadé que ça va être supprimé. Regardez. Wonder Man. A priori, c'est supprimé.
Vision Quest. A priori, c'est pas vraiment supprimé, mais ça changerait d'organisation pour faire en sorte que ce soit plus une série sur les Young Avengers. Les gars, ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup de positif. Je ne dis pas qu'il faut s'extasier devant tout ça. Je ne suis pas là, je suis pas là pour les défendre non plus. On est là, on analyse, on a eu aussi notre part de négativité sur tout ce qui a été fait. Il y a des faits qui sont avérés et qui ne sont pas bons pour Marvel Studios. Mais le fait est que je n'ai pas de suite à cette phrase. Tout simplement. Non, c'est tout. Il faut aussi être critique. On peut aimer un univers et se dire, bah oui, mais c'est bien, mais c'est pas non plus parfait. Et c'est le cas, Marvel n'est pas parfait. Ça se voit. Même les premières phases ne sont pas parfaites. Mais je suis désolé, mais moi, la phase 4, je la trouve très bonne, mais il y a de gros problèmes dans la phase 4. Mais ça n'empêche qu'il y a eu de gros succès, pour moi, en tout cas, critiques. Eternal, Shang-Chi, WandaVision, Loki, Werewolf by Night, Les Gardiens... non, pas Les Gardiens, non. Black Panther Wakanda Forever, Doctor Strange... Il y a plein de films qui sont géniaux. Et plein de séries qui sont géniales. Donc, pour moi, il y a du négatif. Il y a eu du négatif. Mais il y aura du positif. Donc, je pars du principe que ça va aller. Ça va aller parce ils vont changer leur manière de faire. C'est évident qu'ils vont changer. Ils peuvent pas rester comme ça. S'ils ont changé de producteur, enfin pas de producteur, mais de directeur, tu penses vraiment qu'ils vont pas changer les choses? Ils vont faire plus de séries, enfin non, plus de suites, pardon, moins de séries, et pour essayer de gagner un petit peu d'argent, et après ah bah là on a sorti Doctor Strange 3, Black Panther 3, viens entre les deux on propose du Midnight Suns. Une équipe qui est pas forcément très connue, mais avec des personnages hyper stylés. Ça les empêche de le faire? Non. Ils peuvent très bien le faire comme ça. Au lieu de proposer plein de programmes sur des... Regardez 2022, les gars. 2022, il n'y a eu que des suites en termes de films, puisqu'il y a eu... 2022, il y a eu les... Attends. Il y a eu Thor Love and Thunder, il y a eu Doctor Strange 2 et Black Panther 2. Il n'y a eu que des suites. Mais en série, il n'y a eu que des nouveautés. Du Moon Knight, du Miss Marvel, du She-Hulk, que des nouveautés. Du I Am Groot, on a eu... Enfin, I Am Groot, on connaissait déjà Groot, mais bon, c'est une autre manière de faire. Et on a eu Werewolf by Night et le Holiday Special Les Gardiens. Sur Disney, on a eu que des nouveautés. Il faut faire en sorte que tout ça puisse être favorable pour eux, qui se disent « Ok, on voit ce qui marche pas, on a quand même perdu pas mal d'audience, mais que faire pour redonner envie aux gens de regarder nos films ?» Il y a des films qui vont hyper. Les gars, Captain America 4, ça va être un banger. En tout cas, j'espère. Deadpool 3, les gars, ça va marcher. Deadpool 3, ça va faire le milliard. Je vous le dis, Deadpool 3, ça va faire le milliard. Donc ça va leur rapporter pas mal d'argent. Et après, bah, est-ce que les Thunderbolts va être annulé? J'en sais rien. Est-ce que Armor Wars va être annulé? J'en sais rien. Est-ce que Blade va vraiment arriver? J'en sais rien. Bref. Quoi qu'il en soit, je vais mettre un terme à cette vidéo là maintenant, mais on peut continuer à être en live un petit peu jusqu'à, voilà, encore une petite dizaine, une petite quinzaine de minutes. En tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin si vous étiez en vidéo, parce que là, elle fait quand même 1h07, ce qui est énorme. Je vous remercie du coup d'avoir été présent. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.